Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Les pluies diluviennes continuent de s'abattre sur l'ensemble du pays, causant des dégâts matériels. À Gagnoa, avec l'immense trafic de camions, le pont de Tipa-Dipa, à 15 km de la ville, a cédé. Cette situation ne facilite pas la tâche aux automobilistes et aux transporteurs. Thérèse Yoboué. Le pont de Tipa-Dipa, localité située à 15 km de Gagnoa. Suite aux fortes pluies ces derniers temps, ce mercredi, ce pont a cédé. La rupture de l'ouvrage a créé un embouteillage sur cette route nationale. Un technicien des travaux publics, bloqué également à cet endroit, donne des explications. L'ouvrage est vraiment endommagé. Cela est engendré par des pluies diluviennes que nous constatons dans le pays. La couche impériale s'est enlevée, donc il y a eu infiltration au niveau de la chaussée. Nous sommes au niveau d'un dallo où le dallo est vraiment dégradé. Les transporteurs ont improvisé un passage afin de permettre aux voyageurs d'atteindre leur destination finale. Quand on prend des passagers à Gagnoa, arriver ici, on les fait descendre, on traverse le pont, on va donner de l'autre côté du pont. Bon, c'est dit là-bas aussi, quand ils viennent avec les passagers de Gagnoa, et aussi traversent et ils nous envoient vers ici. Nous, on prend la voie. Sur place, la sécurité est de mise afin que les automobilistes ne prennent le risque de traverser cette voie présentant des dangers. Quand les voyageurs sont contraints de passer à pied avec bagages. Tia-Salé, au nord d'Abidjan, ce département a servi de cadre hier au lancement de la route de l'esclave. Pour cette cérémonie, le vice-président de la République s'est rendu à Kanga-Niassé. Il était accompagné par l'ancien chef de l'État béninois Nicéphore Soglo, ainsi que plusieurs personnalités du monde culturel. Une stèle a été érigée en la mémoire des esclaves. Serge Koléa. La traite négrière, 400 ans de douleur et de déportation gravés dans la mémoire de l'humanité. Une sombre page de l'histoire qui a meublé pendant des siècles le quotidien des populations de Kanga-Niassé, village du département de Tia-Salé en Côte d'Ivoire. Le village est considéré comme la dernière escale avant l'ultime voyage vers l'Amérique. C'est ici que les esclaves prenaient le dernier bain purificatoire. Le lancement du projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire, en ce lieu, constitue un symbole. C'est tout simplement un devoir de mémoire pour le président Nicéphore Soglo, un des initiateurs du projet Route de l'esclave en Afrique. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pour sa part traduit toute la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à assumer pleinement ce statut de territoire ayant servi de cadre au commerce triangulaire. En décidant de lancer à Kanga-Niassé le projet La Route de l'esclave, l'État de Côte d'Ivoire n'a point voulu être nostalgique d'un passé triste, douloureux et déshumanisant, et laisser pour la postérité les affres et les carcans qui nous plongeraient dans l'amertume mais même la révolte. Non, il s'agit au contraire pour l'État de Côte d'Ivoire de contribuer à la culture de la paix en favorisant la réflexion sur le pluralisme culturel, le dialogue interculturel et la construction de nouvelles identités et citoyenneté. Les personnalités ont ensuite dévoilé la stèle de la route de l'esclave. C'est notre histoire. Et notre histoire a des moments de tragique. Et c'est le cas de l'esclavage. 100 millions d'Africains sont partis des côtes, des terres africaines, pendant 4 à 5 siècles. L'Afrique aurait pu disparaître. Et ces moments sont des moments importants pour que nous puissions avoir le sens de la douleur et ne pas chercher à perpétuer la douleur. Ailleurs, on a érigé des portes du départ et du non-retour, mais ici, nous érigeons une stèle, mais aussi, bientôt, une porte du retour. Nous voulons ainsi permettre à nos frères et sœurs partis de revenir. Invité spécial, Liliane Thuram, afro-antillais et une dizaine de descendants d'esclaves ont reçu le pardon des villageois de Kanga-Niassé. Pardon à ses frères qui ont été vendus à l'homme blanc avec la complicité des siens. Kanga-Niassé, à travers sa stèle, marque le point de départ du processus de reconstitution des sites et objets qui témoignent de ce passé douloureux. Dans la page économie, un atelier sur le pilotage de l'émergence en Côte d'Ivoire s'est tenu au plateau.
Cette rencontre est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement et l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Elle s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des réformes 2016-2020. Direction le Maroc, où se tient la 55e session du conseil d'administration du CAFRAD, Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. Les participants, à savoir les ministres africains de la fonction publique, entendent relancer ce secteur dans leurs pays respectifs. Le point de notre envoyé spécial, Mamadou Kwasi. Ils étaient quasiment tous présents à cette 55e session du conseil d'administration du CAFRAD, le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. Les ministres africains en charge de la fonction publique veulent donner un nouveau souffle à cet instrument en charge de redynamiser la gouvernance publique. Ces ministres sont unanimes que l'administration publique constitue un pilier essentiel dans le développement des pays africains. C'est pourquoi ils mettent un accent particulier sur l'innovation, la modernisation et la réinvention du secteur public et de la gouvernance. Nous avons mis en place ce que nous appelons la gouvernance publique responsable comme une alternative au concept de bonne gouvernance. Et cette gouvernance ne peut pas être universellement interchangeable d'un pays à l'autre, mais elle devrait s'adapter à chaque contexte, à chaque culture, à chaque environnement. La promotion de la bonne gouvernance, de l'éthique et du professionnalisme dans le secteur public constitue une priorité pour le CAFRAD, qui entend également mettre un accent particulier sur l'amélioration de la productivité dans le secteur public. Cette 55e session du conseil d'administration du CAFRAD a permis également d'aborder la question de formation, l'une des missions essentielles du CAFRAD. Et à ce titre, il est prévu pour cette année 2017 une conférence panafricaine des présidents des cours constitutionnels et une formation des secrétaires généraux du gouvernement sur la poursuite des objectifs du développement durable. Une autre rencontre se tient un peu plus loin à Rome, en Italie. Elle planche sur les stratégies continentales et le programme d'éradication de la peste des petits ruminants. Cette initiative de l'Union africaine s'inscrit dans le cadre de la 40e session de la conférence de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Chris Diomandé, Victorine Yoboué. Les ministres africains en charge de l'élevage, les représentants du Bureau interafricain des ressources animales et ceux de l'Union européenne au siège de la FAO pour analyser le problème de la peste de petits ruminants qui mine le secteur de l'élevage. Cette rencontre à l'initiative de la Commission de l'Union africaine a présenté les conséquences néfastes de cette peste sur le monde rural. L'impact économique des foyers de peste des petits ruminants est estimé à 147 millions de dollars US par an. Cette pathologie porte gravement atteinte aux revenus des éleveurs et menace particulièrement les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des paysans ruraux les plus vulnérables, notamment les femmes. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, ces assises sont une opportunité pour mutualiser les efforts en vue de l'éradication de ce fléau. Kobena Kwasi Adjoumani a par ailleurs proposé des mécanismes de financement adéquats pour le développement d'un élevage sain et productif de petits ruminants, ce qui, à terme, va concourir à créer des emplois sur le continent. Au cours de cette rencontre, un bilan de la coopération Union africaine-Union européenne en matière d'élevage sera fait afin de le présenter au sommet de l'Union européenne-Union africaine en novembre prochain à Abidjan. 4 ans après l'application de l'interdiction de l'utilisation et la production de sachets plastiques, quel bilan? Une chose est certaine, cette mesure a commencé à donner des résultats probants. Des usines de fabrication de sachets plastiques se sont reconverties, notamment dans la confection de sacs biodégradables et de matériaux de construction. Notre reporter Grace Kando a visité quelques usines de la commune de Yopougon. Elle nous donne plus de détails. Yopougon, zone industrielle, c'est sous une pluie battante que les agents du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable ont effectué une visite inopinée dans cette usine de fabrication de sachets plastiques reconvertis dans la production d'ustensiles, de kits alimentaires et de sacs biodégradables.
Les responsables de Multipac se mettent ainsi en règle suite au décret de 2013 interdisant les sachets plastiques polluants en Côte d'Ivoire. Le ministère a pu constater que nous sommes dans cette optique de développement durable et de reconversion du sachet plastique, et aussi nous sommes dans l'optique du recyclage parce que nous avons des unités pour le recyclage et donc nous participons à cela aussi, qui va permettre aussi de rendre la ville d'Abidjan très propre aussi avec ce genre de matériel que nous avons investi. Même constat dans cette autre usine, toujours dans la commune de Yopougon, spécialisée dans la fabrication des emballages agroalimentaires, des sacs à poubelles et des matériaux de construction. Notre reconversion aujourd'hui totale, elle se trouve dans cette structure. Alors on produit tout ce qui est tubes en PVC, tous les matériaux de construction. Rien ne se perd dans le domaine de la plasturgie. Même les déchets plastiques sont transformés à des fins utiles. On recycle tout ce qui nous vient de l'extérieur, qui sont ramassés et lavés et mettés en machine. Ça nous permet de faire les bâches noires. Il n'y a rien qui est jeté ici. Tout est transformé 100%. Nous avons souhaité mettre en avant et porter des témoignages au niveau des opérateurs économiques qui se sont impliqués, qui accompagnent la démarche du gouvernement de Côte d'Ivoire dans l'éradication des sachets plastiques, mais surtout, on espère que d'autres opérateurs emboîteront le pas. Il faut qu'on amplifie toutes ces reconversions. La lutte contre les sachets plastiques polluants en Côte d'Ivoire est en train de porter ses fruits, selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Plusieurs usines, à l'image de ces deux, ont compris l'utilité et la nécessité de se conformer à la volonté du gouvernement qui consiste à protéger l'environnement et à préserver la santé des populations. Le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement vient de publier un rapport sur le projet Interaction entre politique publique, migration et développement en Côte d'Ivoire. Selon l'OCDE, la Côte d'Ivoire gagnerait à intégrer la migration dans les stratégies de développement national et sectoriel. L'objectif de ce projet consiste à renforcer la capacité des pays partenaires et à inclure la dimension migratoire dans leurs stratégies de développement. Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire gagnerait à intégrer la migration dans les stratégies de développement national et sectoriel. C'est l'une des recommandations du nouveau rapport Pays sur le projet Interaction entre politique publique, migration et développement en Côte d'Ivoire. Ce même rapport souligne comment les politiques publiques menées dans différents secteurs renforcent ou affaiblissent l'impact des migrations en termes de développement. Ces résultats, qui font l'objet d'un atelier, sont l'aboutissement de 4 années d'études menées auprès de 2345 ménages et 110 autorités locales. Les recherches ont été conduites par le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Lorsque nous mettons en place nos politiques agricoles, est-ce que nous regardons la dimension migration en termes de politique qui peut permettre de stabiliser nos populations ou bien qui peut les pousser à des déplacements ou à différentes formes de mobilité? Par exemple, on a trouvé que dans les ménages ou chez les individus qui ont bénéficié de formation professionnelle, il y a une proportion de gens qui sont plus aptes à émigrer que de ne pas immigrer. En Côte d'Ivoire, les immigrés représentent environ 10% de la population et les émigrés 4%. Leur transfert de fonds s'élevait à 1% du PIB en 2015, soit le taux le plus bas parmi les 10 pays partenaires du projet. Pour l'Union européenne qui a cofinancé le projet, les conclusions du rapport final peuvent être traduites en actions concrètes pour favoriser la prise en compte de la question migratoire. Dans l'actualité internationale, 14 civils ont été tués mercredi dernier par des militaires nigériens dans un village situé à la frontière entre le Niger et le Nigeria, non loin du lac Tchad, une zone sensible où sévit Boko Haram. Les victimes auraient été prises pour des terroristes. La parole était à la défense ce jeudi 6 juillet au procès de Théodorin Obiang à Paris. Le vice-président équato-guinéen est poursuivi dans l'affaire dite des biens mal acquis. Le ministère public a requis mercredi 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de biens saisis. Le jugement a été mis en délibéré au 27 octobre prochain.
C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.